Sur les dernières éditions, dans la taille du festival, on est sur un budget programmation entre 5 et 8 millions selon les éditions, et on est sur un budget global entre 20 et 25 millions. On a toujours des clauses d'exclusivité, donc on ne peut pas divulguer les contrats et les tarifs des artistes, mais on part, oui, sur les têtes d'affiche les plus exclusives, on peut aller jusqu'à des montants à 6 chiffres. I tried to show him. Yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame here in sicko mode. Salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, on prépare le festival. Bienvenue sur Tarmac pour cette petite interview. Merci. Les Ardentes, ça a presque 20 ans. L'étincelle à l'origine des Ardentes, c'est offrir un festival aux Liégeois et aux Liégeoises. Oui, tout à fait. C'est un festival qui a évolué, qui a eu plusieurs vies. En 2006, il est né de la volonté des deux fondateurs, Fabrice Lamproie et Gaëtan Servet. Je suis un peu venu du constat que une ville comme Liège, où il se passait beaucoup de choses au niveau musical, où il y avait un public très vivant, on le sait bien, n'avait pas son grand festival. Et l'idée, c'était, il était sous-titré, je me souviens toujours, électro-rock, parce que c'était les deux grosses tendances milieu des années 2000. C'était mélanger un petit peu des soirées électro, techno, avec des journées où il y avait du rock, mais déjà aussi du rap et de la musique et de la pop. Donc c'était vraiment un festival généraliste qui était un peu le profil de tous les festivals à l'époque. L'idée, c'était directement d'avoir l'ambition d'avoir un festival important, d'avoir un festival marquant en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Belgique, d'être directement placé sur la carte. Et c'est toujours bizarre à dire aujourd'hui, mais la venue d'Indochine a permis d'installer ce festival sur le circuit directement et de le positionner comme un événement majeur. Et est-ce que c'est ça qui a joué au changement des Ardentes, qui s'est dirigé vers le rap et le hip-hop en général? En fait, ça a été une évolution un petit peu progressive et une réflexion. Alors, nous, historiquement, on note toujours le changement l'édition du changement à 2015, où on a eu l'opportunité de booker Kendrick Lamar en tête d'affiche, l'année où il a sorti To Pimp a Butterfly, et A$AP Rocky et Nicki Minaj. Donc on avait déjà une première approche en 2009, où justement on avait booké Lil Wayne et Supreme NTM et Lauryn Hill, c'est nos 3 têtes d'affiche. Et les 3 ont annulé. C'était un premier rendez-vous manqué. C'est-à-dire que Lauryn Hill a annulé, Lil Wayne a annulé et Joey Starr est en prison, donc Cool Chain est venu se produire tout seul. Donc c'était un premier rendez-vous manqué alors qu'on avait déjà cette belle affiche hip-hop. Et 2015, là on y est arrivé avec les 3 artistes dont je parlais. Et là on s'est dit voilà, il se passe toujours, la musique évolue perpétuellement, mais là il y avait vraiment quelque chose de très pertinent qui se passait dans la musique hip-hop avec ces artistes majeurs. Ça a été plutôt une édition difficile, avec un public historique qui était frileux, qui connaissait peu en fait les artistes comme Kendrick Lamar et A$AP Rocky, malgré qu'aux États-Unis ils étaient énormes. Donc ça a été une édition difficile, mais c'est une édition où on a mis une première pierre. Donc de 2015 à 2018, on est passé d'une affiche encore hybride à une affiche vraiment 100% rap, parce qu'on s'est rendu compte vraiment qu'il se passait quelque chose au niveau créatif et au niveau de notre public aussi, qu'on a un public qu'on peut qualifier de génération Z, donc c'est vraiment la musique à 100% et qui a vraiment pris le festival d'assaut à un point où on s'est dit voilà, le festival maintenant c'est le festival de cette génération-là et il faut lui offrir ce qu'il veut, ce qu'il attend, et donc il faut lui offrir ce festival 100% hip-hop qui a eu lieu en 2017-2018. Et là, d'un coup, tout a basculé pour les Ardentes. On a commencé à prendre une ampleur beaucoup plus importante auprès de cette génération, auprès des jeunes qui sont vraiment appropriés le festival. Et il a gagné aussi en popularité à travers toute l'Europe et surtout en France, au point d'arriver aujourd'hui à 40% de festivaliers français qui viennent. Parce qu'en France, il n'y avait pas, alors que c'est la musique numéro 1 là-bas aussi, il n'y avait pas de festival 100% rap. Et est-ce que le rap, c'est encore bankable en festival? Alors, bankable, c'est une très bonne question. Et on est conscient que la musique évolue tout le temps. Ça reste la musique qu'on voit, par exemple, les écoutes, notamment en France et en Belgique francophone, ça reste
les plus gros artistes, les artistes les plus streamés, les plus écoutés, ça reste encore de la musique urbaine. Mais on se rend compte, et c'est ce qu'on essaye un peu de refléter dans l'affiche depuis 1 ou 2 éditions, on se rend compte que le public s'ouvre un peu. On essaye d'aller vers l'afro, vers le latino. Là, cette année, on a beaucoup investi sur la musique électronique. Ça fait 1 ou 2 éditions où on sent que ce public, oui, écoute toujours beaucoup de rap. C'est toujours la base, sera toujours la base des Ardentes et l'ADN. Mais on se rend compte qu'il y a des ouvertures vers d'autres genres musicaux. Et puis, oui, après, ce qui est dans ta question, ce qui est aussi compliqué, c'est les têtes d'affiche. C'est les têtes d'affiche dont les budgets augmentent de plus en plus et notamment les têtes d'affiche américaines qui sont aussi de plus en plus exclusives, qui sont de plus en plus. Il faut parvenir à les attirer. Mais ça, on continue à se battre, on continue à essayer d'avoir cette affiche vraiment exclusive au niveau des internationaux. Et les têtes d'affiche rap particulièrement sont plus chères que d'autres styles musicaux. C'est quel ordre de grandeur à peu près? Ça dépend. Pour les artistes francophones, ça dépend de quels artistes. Donc les artistes francophones jouent plus aussi, se produisent plus aussi en France, jouent plus dans le territoire francophone, hein, on s'entend. Par contre, les artistes rap internationaux font généralement une date en Belgique ou une date en France, peut-être parfois pas en France. Donc voilà, oui, ça effectivement, ça a un prix. Et puis leur audience est mondiale, donc oui, ils sont de plus en plus exigeants. Oui. Et sans dire de nom, un ordre, on est sur la centaine de milliers, le million? Non, voilà, on parle toujours, on a toujours des clauses d'exclusivité, donc on ne peut pas divulguer les contrats et les tarifs des artistes. Mais on part, oui, sur les têtes d'affiche les plus exclusives, on peut aller jusqu'à des montants à 6 chiffres. Ouais. En 2025, c'est quoi le budget des Ardentes et notamment le budget programmation? Alors là, au niveau des budgets, c'est toujours difficile de donner d'une édition à l'autre, mais sur les dernières éditions, dans la taille du festival, on est sur un budget programmation entre 5 et 8 millions selon les éditions, et on est sur un budget global entre 20 et 25 millions. Ça dépend un petit peu d'une édition à l'autre, mais c'est ça, ce sont les ordres de grandeur. Les Ardentes, c'est un gros festival européen, voire mondial. Le fait d'avoir, par exemple, Fimalac, une holding française, comme actionnaire, est-ce que ça a changé vos objectifs qui étaient de faire un festival liégeois? Votre manière d'organiser, comment ça a un impact? Alors, ça nous a surtout permis de grandir. Sans l'arrivée de Fimalac et leur soutien, on n'aurait pas pu, en indépendant, en étant juste ce festival liégeois qu'on était donc sur l'ancien site de Corommeuse, qui était un site de 20 000 personnes. Maintenant, on est sur un site qui peut monter jusqu'à 70 000 personnes. Ce gap-là, on n'aurait pas pu le franchir en festival liégeois et en tant qu'indépendant. Et c'est évident que quand on passe à ce cap de 70 000 personnes, on doit aller voir plus large. On ne peut pas rester un festival de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou un festival, on arrive dans les top festivals belges et dans les top festivals européens. Donc, l'arrivée de Fimalac nous a permis vraiment de nous stabiliser et d'avoir l'assurance et les épaules aussi pour franchir ce cap financièrement, parce que voilà, c'est un budget, ce sont des budgets énormes et ça nous a permis vraiment de nous stabiliser tout en conservant notre ADN, parce que eux sont arrivés en fait parce qu'ils aimaient le festival dans sa version, dans la fin de sa mutation vers le hip-hop. Et c'est pas un cadeau empoisonné de toujours plus gros? C'est un cadeau empoisonné, non. Dès le début, l'ambition du festival a été d'être important. Il y a beaucoup d'autres initiatives, et à Liège et en Belgique, de festivals alternatifs, de festivals boutiques, de festivals niches, et qui sont super. L'ambition des Ardentes, ça a toujours été d'être un festival majeur, et justement d'avoir des équipes professionnelles derrière qui permettaient d'amener des artistes. Je reviens encore avec lui parce que c'est sans doute le nom le plus marquant qu'on ait eu, même si des Kendrick Lamar et des Travis Scott à Liège. De se dire, tiens, voilà, ces gars-là qui jouent partout dans le monde, ils viennent à Liège, en haut de la côte danse. Même moi, parfois, quand je repense à quand on commençait à travailler, quand j'ai commencé à travailler pour les Ardentes, et aujourd'hui, et là, c'est les centaines d'artistes, mais complètement fous qu'on a accueillis à Liège. Si on m'avait dit ça en 2002, 2003, je me dis, mais
Mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ça a eu lieu. Donc ça reste quand même ça l'ADN des Ardentes aussi, c'est de faire quelque chose de taille mondiale, parce que c'est le cas à Liège. Et aujourd'hui, musicalement, l'objectif des Ardentes, c'est quoi? Faire découvrir des artistes, être the place to be, une marque, une communauté, c'est quoi? C'est vraiment, en fait, c'est un petit peu tout ça à la fois. C'est d'être ce festival générationnel, communautaire, référence, où on peut voir les artistes exclusifs qu'on ne peut pas voir ailleurs, qu'on peut voir aussi les artistes de manière quasi exhaustive dans un genre, mais qui reste aussi intéressant au niveau de l'émergence, où c'est pas uniquement les grosses locomotives. Celui qui vient et qui est beaucoup plus pointu, beaucoup plus niche dans le genre, il peut aller, il y a la scène Forcing Club où il y a tous les artistes émergents qui passent. Il y a vraiment moyen de faire un programme beaucoup plus niche et un programme blockbuster. C'est quoi votre rapport aux artistes belges? Parce qu'il y a quand même majoritairement des artistes français. Comment vous les mettez en avant, ces artistes belges? Oui, on est toujours attentif forcément à ce qui se passe et en Belgique et à Liège. Il y a un tremplin, la draft, où on travaille vraiment, l'émergence vraiment au départ. Après, on suit vraiment tous les projets, tous les projets belges au fur et à mesure de leur évolution. Là, cette année, notre tête d'affiche, c'est Damso, c'est Hamza qui est quasi résident aux Ardentes. Donc, les têtes d'affiche, on les a accompagnés parce que ces artistes-là, on les suit aussi depuis le début de leur carrière. Donc, on les accompagne, mais on espère aussi voir émerger des nouveaux talents et des nouveaux talents belges. Donc, on est attentif, on les suit, que ce soit sur les plus petites scènes, en début de journée. Par exemple, il y a Green Montana qu'on a suivi aussi ces dernières années, qui progresse aussi de manière fulgurante. Donc, c'est de manière naturelle. Et il n'y a pas de priorité aux artistes français qui pourraient ramener plus de public français Non, pas spécialement, parce que les artistes belges aussi touchent beaucoup le public français. Ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Donc, il n'y a pas un choix par rapport à ça. Après, c'est ce que j'explique aussi. Il y a forcément des réalités économiques du festival. Donc, on doit avoir les artistes les plus grosses locomotives. On doit avoir les artistes les plus écoutés, on doit avoir les artistes qui remplissent les plus grandes salles. Et il se trouve que beaucoup sont des artistes français. Donc voilà, l'équilibre se fait un peu comme ça. Et est-ce que c'est aussi cette raison qui explique qu'il y a moins de diversité de genre? C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent sur la table, et à juste titre. Moi, je trouve que voilà, les organisations ont raison de mettre en avant la parité de genre dans les affiches de festival. Moi, ce que j'essaye toujours d'expliquer de notre côté, c'est qu'on est attentif, comme j'expliquais pour les artistes belges, on est attentif à tout ce qui se fait. Donc, on voit ce qui se fait dans tous les genres. Et il se trouve qu'à un moment donné, on fait notre affiche aussi face à certaines réalités économiques. En fait, le festival, c'est le reflet d'un secteur. C'est très visible parce qu'il y a un poster avec tous les noms, mais c'est le reflet de ce que les gens écoutent, c'est le reflet de ce que des salles qui se remplissent, c'est le reflet de ce que les gens écoutaient en streaming. Donc nous, on est un peu le reflet de ça. Et au niveau de la parité, ça s'en ressent. Il y a moins d'artistes féminines, surtout en général dans la musique et surtout dans le rap. Alors, je sais bien, parfois on dit « Ah, mais si, il y en a plein, regardez !» Évidemment, si on doit aujourd'hui programmer un festival de showcase ou un festival boutique, évidemment, il y a des milliers d'artistes qui sortent tous les jours. Il y a une production énorme maintenant aujourd'hui grâce au streaming. Donc forcément, il y a beaucoup d'artistes féminins. On pourrait mettre 300 artistes féminins à l'affiche des Ardentes. Mais maintenant, il faut mettre 150, puisque c'est 150 artistes plus ou moins qu'on a. Il faut mettre 150 artistes qui permettent d'attirer 50, 60, 70 000 personnes. Et là, on doit faire face à des réalités économiques. Résultat, au niveau des têtes d'affiche, on doit trouver les artistes qui sont les plus, tu parlais bankable la dernière fois, en tout cas les artistes les plus demandés. Et là, parfois, ce sont des artistes féminines. L'année passée, par exemple, on avait 50% de nos têtes d'affiche qui étaient féminines. C'était Nicki Minaj et Doja Cat sur ces 2 têtes d'affiche des 4 jours. Cette année, on a plus de mal. On a une tête d'affiche américaine qui est un hit pour le moment. Je ne vais pas la citer parce que, voilà, j'aimerais bien qu'elle revienne. Elle reviendra sans doute un jour, mais on a vraiment fait le maximum. Son routing n'arrangeait pas du tout. Elle était à l'autre bout de l'Europe, elle devait revenir, donc on n'a pas pu la faire. D'autres artistes féminines.
à ce moment-là, quand il y a quelques artistes, les quelques artistes qui ont de l'actualité, qui sont en tournée et qui sont capables de remplir ces scènes aux Ardentes et d'attirer le monde suffisant, mais si pour des raisons de programmation, le deal ne se fait pas, comme ça arrive aussi avec des tas d'artistes masculins. Si vous voyez le plan de départ qu'on a et celui qui arrive, ça bouge beaucoup. On a beaucoup d'artistes qui ne savent pas venir. On doit faire d'autres choix. Donc c'est vraiment toute une programmation. Donc quand les artistes féminines ne sont pas dispo, il y en a une, deux, trois, et puis finalement c'est les artistes masculins qui sont même s'ils sont plus nombreux, finissent par être en tournée. Donc on constitue notre affiche et puis on se rend compte que certaines années c'est plus faible au niveau des têtes d'affiche et du corps de l'affiche. Et donc, je sais pas si tu vas enchaîner, ce qu'on peut faire pour enrayer ce cercle vicieux et avoir justement une liste plus grande d'artistes sur la même stage. Et ça, tout à fait. Pour moi, c'est un travail un petit peu plus de longue haleine, auquel je pense aussi que tout le secteur doit participer. C'est pour ça que c'est un travail. Je comprends les associations qui doivent faire un travail de fond, pas juste sur les festivals, c'est légitime, mais aussi sur tout le secteur, pour qu'on ait le même panel de choix et que finalement, au moment où on fait notre affiche, que naturellement ça s'équilibre. Et donc là maintenant, moi je pense que le levier c'est au niveau de l'émergence qu'il faut travailler, c'est au niveau du soutien des artistes, mais alors dans toute la chaîne du secteur, pour que on ait autant d'artistes qui remplissent autant de salles, que les gens écoutent autant et qu'au final on se retrouve avec une parité. Et nous, voilà, à notre niveau, ce qu'on fait, on est paritaire au niveau de nos tremplins et de nos soutiens, tout ce qui est soutien d'émergence. Et on s'est associé donc à un projet qui s'appelle Rappeuses en Liberté depuis qu'on est sur le nouveau site. Donc, nous, ce qu'on apprécie à ce projet, c'est que c'est pas juste on catapulte des artistes émergents sur la scène des Ardentes et puis au revoir. C'est un projet qui accompagne vraiment les artistes pendant un an avec du studio, de la résidence scénique, des workshops. Donc ça, on trouvait que le projet était vraiment légitime. Et suite à ce projet, il y a un spin-off Chiraps, duquel on est membre fondateur, qui s'est développé, où là, ils ont encore élargi avec 10 rappeuses venues de Belgique, de France, mais aussi des Balkans et du Portugal, et qui vont se produire aux Ardentes. Donc voilà, là, c'est ce que nous, on essaye de faire au niveau de l'émergence. C'est quelque chose qu'on fait parce que ça nous paraît important aussi. Donc voilà, c'est là où on met notre travail sur cette problématique, parce qu'on se rend compte que parfois au niveau des têtes d'affiche et du cœur d'affiche, on est encore loin de la parité, mais voilà. Et est-ce que aussi l'objectif des Ardentes, qui est d'être juste représentatif de ce qui s'est passé cette année et donc de suivre les tendances, ça joue aussi sur les artistes émergents belges ou belges tout court, les artistes féminines, Finta. Est-ce que cet objectif-là, c'est assumé Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On essaye d'être représentatif. On doit. C'est ce qu'on veut. Donc, on essaie d'être représentatif de l'année. Et parfois, de nouveau, sur les artistes émergents, ils ont beaucoup plus de disponibilité. Donc, les invités aux Ardentes, par rapport aux artistes de tête d'affiche, c'est beaucoup plus simple. Sur les têtes d'affiche et même sur le milieu d'affiche, parce qu'aussi il y a moins d'artistes. Parfois ils doivent faire des choix entre certains festivals, comment ils veulent se positionner. Par exemple, des artistes urbains peuvent parfois choisir un festival plus éclectique parce que leur plan de management c'est de toucher un public plus large. Que les Ardentes, ils disent on jouera peut-être l'année suivante, mais cette année on a envie de faire un festival, de présenter notre musique à un public peut-être plus âgé, différent. Donc ça c'est aussi des choses qu'on doit respecter, mais qui au final nous impactent parce que c'est une artiste qu'on avait envie d'avoir et qui fait un autre choix de festival pendant l'été. Donc même si l'actualité est là, parfois il y a des choix qui se font du côté de l'artiste aussi. Le pass 4 jours, il est à peu près à 300 €. Qu'est-ce qui explique ce prix? Donc il est à 292. Ce qu'il y a, c'est que cette année, on a quand même voulu faire un early bird à 199, donc ça a eu beaucoup de succès.
vous allez dire forcément parce que c'est beaucoup moins cher, mais c'était quand même une preuve de fidélité parce qu'on avait annoncé aucun nom à l'affiche, donc on voit que on a des festivaliers quand même très fidèles. Donc ça a été une belle réussite. Et puis il y a eu un prix intermédiaire à 255. Donc on essaye de mettre des paliers, mais le prix final est forcément conséquent. Et ça s'explique par plusieurs choses. Le coût de l'affiche, les prix des cachets augmentent. Plus les artistes sont exclusifs, plus ils demandent. On est obligé de répercuter le coût des artistes sur le prix du billet. Et puis depuis le Covid, le coût de la production aussi. Donc le festival a grandi, donc c'est un énorme festival. Ça coûte cher de le produire, ça coûte cher d'avoir des infrastructures de qualité, d'avoir de la déco, d'avoir de la sécurité, qui est aussi un poste énorme. Donc si on veut que tout ça soit pro, c'est un budget. Et beaucoup d'autres festivals en ont parlé, et c'est un problème majeur pour la plupart des festivals, c'est que tous ces coûts augmentent, tous les coûts de production augmentent, ce qui fait que ça réduit vraiment, même avec un ticket, qui a un prix conséquent, mais on doit être quasi proche du sold out pour arriver à l'équilibre. Donc on est sur une économie très très stressante parce que si on a un petit peu moins de public prévu, on arrive vite dans le négatif. Alors qu'effectivement le public pourrait se dire ça coûte cher, on voit qu'il y a beaucoup de monde, ça doit cartonner, mais on reste sur une économie très très risquée. Il suffit qu'il y ait un petit peu moins de monde, même ça ne se voit pas dans le public, mais un petit peu moins de monde par rapport à l'équilibre, et on est dans une édition négative. Et est-ce que ce prix des billets, il prend en compte le public cible, qui est je pense 15-25 ans à peu près, qui est de plus en plus précaire? Ouais, on se rend compte que notre public jeune, à un moment, ne peut pas suivre éternellement cette augmentation des coûts. Donc on espère que ça va se stabiliser et chez les artistes et dans la production, donc qu'on va pouvoir stabiliser tout ça. Mais on y pense, on essaie de proposer des différents modes de paiement. Alors il y a toujours aussi les solutions de bénévolat, donc on a plus de 2000 bénévoles qui travaillent sur le festival. C'est aussi une manière de participer au festival, d'assister au concert et en même temps de participer dans une ambiance qui est vraiment assez cool. Faire le festival comme bénévole, c'est aussi faire des rencontres et vivre le festival de l'intérieur, donc c'est toujours assez chouette. Et puis on a toujours des tarifs article 27 pour les personnes précarisées. Donc c'est toujours quelque chose auquel on essaie d'être attentif, mais on espère surtout que tout ça va se tasser et qu'on ne devra plus suivre cette courbe ascendante qu'on a suivie les dernières années. Du coup, les billets, c'est pas ça qui fait vivre le festival? Il y a plusieurs choses, mais l'essentiel, c'est la billetterie. Donc là, on est vraiment sur à peu près 80% de billetterie. Ensuite, il y a à peu près, il y a tout ce qui est consommation sur place, food and drink, donc tout ce qui est consommation sur place. Ensuite, il y a les partenaires. Donc on a tout ce qui est partenariat privé, et puis il y a des petites marges dans le merchandising là qu'on développe beaucoup. Donc voilà, c'est l'essentiel. Mais la billetterie reste la base. Si la billetterie ne fonctionne pas, forcément, il y a moins de gens sur place, donc il y a moins de boissons aussi. Mais la billetterie reste l'équilibre du festival. Et c'est encore rentable, les Ardentes? On l'espère, oui. Si à un moment donné, si on atteint un objectif, oui. Mais c'est tendu et on a des objectifs très élevés, quoi. Du coup, les Ardentes, ça a placé Liège sur la carte et même la Belgique. Est-ce que tu es fier de ça? Super fier, et toute l'équipe et les fondateurs et tous ceux qui y participent, c'est vraiment un super accomplissement au niveau local, de pouvoir offrir ça aux personnes qui disent moi j'habite à Liège, les Ardentes c'est en haut de chez moi. Et puis moi je suis toujours aussi impressionné quand on va en France, quand on va à Paris, tous les plus grands médias qui sont ou les partenaires, les marques, les artistes, même quand on voyage, on commence à travailler sur l'affiche 2026. Donc là, la semaine passée, j'étais à Londres pour commencer les premières discussions avec les agents, d'avoir la reconnaissance et de dire oui, c'est à Liège, et que, ou même quand parfois je vais en vacances et je parle t'es de Liège et on me dit les Ardentes, et je dis oui. Et voilà, c'est vraiment une grande fierté. Ouais. Et tu as des retours sur l'impact que ça a eu sur la ville?
Ah oui, la ville nous soutient depuis le début, hein, donc on a vraiment de bons retours de la ville. Il y a une étude en cours sur vraiment l'impact économique chiffré sur la ville et l'ensemble de Liège, mais déjà rien que sur les nuitées, les hôtels, et c'est beaucoup plus large que Liège aussi, parce que il y a des gens qui prennent des Airbnb dans les Ardennes carrément maintenant pour venir aux Ardentes. Donc oui, c'est devenu un événement majeur dans la région, comme le circuit de Spa-Francorchamps, comme Liège-Bastogne-Liège, qui a un impact économique, culturel et symbolique sur la ville de Liège. Et cette âme liégeoise, malgré le fait que le festival soit devenu international, on la ressent encore ou pas? J'espère. J'espère que oui. On a quand même toujours une partie très importante du public qui est liégeois. Les premiers publics belges présents au festival, en grande majorité, ce sont des Liégeois, donc c'est leur festival. Et je pense que ça continue à impacter sur l'ambiance. Et je pense que les Français ou les gens de toute l'Europe qui viennent à Liège, il y a une atmosphère particulière, il y a un côté, c'est toujours un peu cliché, mais c'est vrai, c'est toujours un peu festif. Et il y a une anecdote ou une histoire qui t'a marqué durant les Ardentes? Sur l'ancien site de Coron-Meuse, moi, mon édition préférée, c'était 2018. C'est la symbiose parfaite entre le public et les artistes. Tout était smooth, tout était nickel. Et puis, il y a eu la demi-finale Belgique-Brésil. Et le temps s'est arrêté sur le festival, c'était la Coupe du Monde, et le temps s'est arrêté sur le festival pendant le match de foot. Et il y avait les Français qui jouaient avant, ils ont gagné, donc il y avait déjà une bonne ambiance, et puis les Belges ont battu le Brésil. Et là, j'avais l'impression que pendant toute la soirée, tout le monde s'aimait, tout le monde s'embrassait, les artistes jouaient, mais il y avait une espèce d'euphorie générale sur le site du festival. Et moi, ça reste, en tout cas sur l'ancien site, un de mes plus beaux moments et un des moments vraiment top. Est-ce que tu as une petite exclue pour l'année prochaine ou un petit indice? Là, on est beaucoup trop loin, mais les volontés, c'est facile. Je le disais, c'est les artistes dont on a parlé cette année, c'est les artistes qui ont eu de l'actu, c'est ceux-là qu'on va essayer d'avoir. Donc, et Drake? À Drake, alors une dernière anecdote alors avec Drake qui était à l'affiche en 2010. J'adore rappeler cette anecdote parce que c'était à l'époque où on était dans ce festival éclectique avec déjà du hip-hop, puisque je l'avais dit, il y avait Lil Wayne. Et là, cette année-là, on avait flashé sur le premier album de Drake. Donc, on avait même flashé sur sa mixtape et l'album allait sortir au moment où on l'a booké. Donc, on trouvait genre, ah, super, on book Drake, artiste émergent et américain, il avait déjà mais donc, et une semaine avant le festival, il annule parce que je crois que c'est sa mère ou sa grand-mère qui avait des soucis de santé, donc il annule toute sa tournée européenne. Et je me vois à l'époque sur Facebook rédiger un post pour dire Drake annule sa tournée. Indifférence générale, genre personne. Je crois qu'à l'époque il y avait pas que nous, mais je crois que c'était pas les artistes phares du festival. Donc je vois vraiment ce post, on peut le retrouver sur Facebook où il y a je crois 4 commentaires pour dire oh c'est dommage. On a toujours au bureau un poster avec tous les noms et en petit il a mis Drake. Forcément Drake reste peut-être le nom majeur qu'on n'a pas encore eu à l'affiche.